Bienvenue à l'Intermédiaire, podcast d'échecs. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'Intermédiaire, podcast d'échecs. Ici William Savard et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un auteur, un historien et un collectionneur à 16 heures. Il vient nous parler de son deuxième livre, Alekhine, d'une patrie à l'autre sous les couleurs françaises. J'ai le plaisir de recevoir M. Guy Gignac. Guy, comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi. Ça me fait tellement plaisir parce que dernièrement, dans mes épisodes, j'ai reçu... Guy, c'est vraiment fascinant de recevoir un invité comme toi parce que dans mes derniers épisodes, j'ai reçu des grands maîtres, j'ai reçu des pères de 7 enfants, j'ai reçu des invités diverses de toutes sortes provenant de plusieurs origines et c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai déjà fait un épisode sur l'histoire des échecs avec un grand H. Là, j'ai abordé, quand je dis abordé, là, c'est vraiment survolé à vitesse grand V la grande histoire des échecs. Toi, comme historien et auteur, j'aimerais ça savoir personnellement, qu'est-ce que tu en as pensé? Personnellement, je t'avoue que j'ai été impressionné. Je te dis pas ça pour te lancer des fleurs. C'est pas évident, le domaine des échecs. Et surtout quand on ratisse à large, dans le sens que moi, c'est surtout sur Alekhine. Mais toi, ce qui est assez impressionnant, c'est que tu as quand même fouillé quand même pas mal. Il y a des choses que je voudrais peut-être rajouter. C'est que à propos de Paul Morphy, la partie de l'opéra qu'il y a eu en 1958, premièrement, je pense que tu étais au courant, mais il l'a pas joué seulement contre un individu. Il a joué contre le duc de Brunswick, puis le comte Isouard. Puis, je t'avoue que cette partie-là, en consultation, est assez spéciale parce que, premièrement, il y a eu sacrifice de dames. C'est toujours spécial. Puis, ça finit par un mat assez rapide. Puis, je te dirais qu'il avait seulement 21 ans, quand même à l'époque, Paul Morphy. C'est quand même pas évident. Autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'on dit toujours la salle de l'opéra. Mais en réalité, c'est la salle Le Pelletier. Parce que la salle de l'opéra, elle a été inaugurée en 1821, puis c'est en 1873 qu'elle a été détruite par un incendie. La salle de l'opéra, en réalité, a été seulement inaugurée en 1875. C'est pas plus important que ça, mais c'est juste des petites rectifications quand même que je pense qui peuvent être intéressants. Ben, en fait, ce que j'avais indiqué, c'est que c'est le nom de la partie qui s'appelle la partie de l'opéra. OK. C'est pas la salle. La salle, je me souviens d'avoir écouté l'épisode récemment, puis je pense que je l'avais vraiment mentionné, la salle de Pelletier. OK. Ah, c'est possible, excuse, là. Il n'y a tellement pas de problème. Sinon, est-ce que tu avais d'autres critiques constructives concernant cet épisode-là? Parce que je m'apprête à en faire un autre éventuellement sur... Oui, ben peut-être rajouter une petite chose que le match du championnat du monde qu'il y a eu entre Stanitz et Lasker en 1894, ben ça a été joué à New York, à Philadelphie, puis la dernière partie a été jouée à Montréal. Puis c'est assez spécial parce que cette partie-là, ça a consacré la 19e et la dernière partie. Ben, il a remporté naturellement cette partie-là. Puis ce qui est intéressant, lorsqu'on m'a invité pour le centenaire de la Fed à Québec, il y a eu une reconstitution justement de la partie qui a eu lieu à la Citadelle. J'étais présent. Naturellement, ils n'ont pas reconstitué la partie au complet, là, mais la fin de partie. Fait que c'était quand même un très, très beau moment à vivre. Puis naturellement, il y avait le maire Marchand. J'étais spectateur, là, mais il y avait beaucoup d'invités d'honneur. C'était protocolaire. J'ai vraiment aimé ça. Puis peut-être pour ajouter, Lasker, ben, il a été champion du monde naturellement pendant, je pense, ses 27 ans. Bon, il a perdu, tout le monde le sait, qu'il a perdu contre Capablanca en 1921. La partie était prévue pour jouer c'est-à-dire le match était supposé de jouer en 24 parties. Mais après 14 parties, à la grande surprise générale, ben, Lasker a abandonné. Ben, il y avait ses raisons parce qu'il avait gagné aucune partie des 14. Il y avait 10 parties nulles puis 4 défaites. Fait que c'est certain que... Mais Lasker étant orgueilleux, ben, il n'a pas dit vraiment que c'était Capablanca qui était supérieur, mais c'est surtout la chaleur de la Havane qui aurait été une des raisons comme quoi qu'il était pas à la hauteur. Donc, il n'y a aucune chose négative, c'est juste du positif, mais c'est juste pour ajouter un petit peu, pour enchérir un petit peu à ce que tu as mentionné. Ben, merci énormément. Mon épisode dure 27 minutes, alors aborder toute l'histoire des échecs, ça a été complètement impossible. Mais
c'est ce genre de petite précision-là qui rend toute histoire intéressante, selon moi. Il y a des débats qui se font sur le meilleur joueur d'échecs de tous les temps. Il y en a qui parlent de Paul Murphy, il y en a qui parlent de Fischer, il y en a qui parlent de Kasparov, il y en a qui parlent de Carlsen. Mais c'est tous des joueurs de différentes époques. Mais quand tu quand tu parles de joueurs comme Lasker, qui était champion du monde pendant 27 ans, qui eux autres avaient pas les connaissances de Kasparov et tout ça parce qu'il était plus vieux. Il n'y avait pas de moteur, il n'y avait pas de engine, là, comme on appelle. Aucun électronique pour les aider. Il y avait seulement leur tête. Alors, c'est là que tu vois que c'est vraiment des génies, ces gens-là. Oui, puis c'est à fait de compte, souvent, tu me poses la question, puis même entre joueurs d'échecs, on se la pose, puis chacun a son idée. Les gens vont peut-être penser que je vais répondre à l'équipe, mais je te dirais qu'actuellement, je pense que Magnus Carlsen est vraiment au-dessous du lot. Parce qu'il l'a prouvé, il a remporté des parties rapides, les blitz, les championnats du monde. Il est au-dessus du lot. Mais c'est certain, comme on dit, c'est que à l'époque, ben, il y avait plus ou moins de secondaire, il n'y avait pas d'ordinateur. Fait que c'est très, très, très différent. Mais personnellement, j'aurais aimé ça répondre à Alekhine. Je dirais qu'Alekhine, c'était pas mal moi, je pense qu'il était imbattable pour le nombre de simultanés à l'aveugle qu'il a pu donner. C'était vraiment un personnage assez spécial parce qu'il était alcoolique puis réussit à se maintenir à ce niveau-là. C'était assez spécial. Les athlètes de haut niveau aujourd'hui, là, c'est des PME. Là. Ils ont des psychologues sportifs, ils ont des diététiciens, ils ont tout. Donc, des diètes là, excessivement compliquées. Il faut démontrer énormément d'assiduité. Là. C'est fou ce que les gens pouvaient accomplir sous l'effet de l'alcool avant. Là. Parce qu'aujourd'hui, les athlètes, là, c'est pas une goutte d'alcool, on fait attention à notre apport calorique, pas entrer dans toutes les termes de diététicien, là, je ne le suis pas du tout. Mais avant, tout le monde était bon sur l'alcool. C'est incroyable. Là. C'est vrai ce que tu dis. En tout cas, Alekhine l'a prouvé, surtout même en 1935, quand il a joué son match, le championnat contre Max Hughes. Ben, premièrement, au début, ça allait super bien, peut-être un peu trop confiant. Puis on sait qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là. L'alcool a fini par faire son effet pervers, mais il reste qu'il a prouvé que c'était possible quand même de jouer sous l'influence de l'alcool à ce moment-là. Moi, je ne le savais pas du tout en passant. C'est pour ça que je suis vraiment content que tu viennes nous parler d'Alekhine. Mais avant, j'aimerais ça qu'on parle d'un sujet un peu plus large. Là. C'est à quel moment que les échecs sont entrés dans ta vie, Guy? Bon, ça a commencé premièrement à un moment inattendu. J'ai un de mes cousins, Daniel, qui savait jouer aux échecs. Il m'a introduit à ce jeu-là. Puis c'est certain que c'est lui qui jouait les coups pour moi parce que je ne connaissais pas ça. Il m'avait introduit un petit peu le cavalier, la manière qu'il saute sur l'échiquier, la tour, qui avance sur les colonnes. Puis en tout cas, quand on a fini par jouer notre partie, je comprenais vraiment rien, puis c'était beaucoup plus pour y faire plaisir. Puis ça restait comme ça, fait que j'avais mal à la tête, puis je me suis dit, je n'osais pas y dire, mais j'ai dit ça dans ma tête, mais c'est la première et la dernière partie que je joue, c'est certain. Puis à l'époque, ben, je faisais de la compétition de vélo. Ça m'intéressait beaucoup plus que les échecs. Mais pas longtemps après, j'ai été pensionnaire par la force des choses. En étant pensionnaire, ben c'est certain que du temps, puis que j'étais pensionnaire, on sortait une fois par mois. J'avais du temps, moi, puis il y en a d'autres qui jouaient aux échecs. Puis bon, vu que je connaissais un petit peu les rudiments, je me suis dit, ben pourquoi pas. Je perdais d'une partie, de partie en partie, jusqu'au jour que je finisse par en gagner une. Ça fait que là, la piqûre s'est en suivi, puis la piqûre, ben, faut croire que c'était une bonne piqûre parce que je joue encore aux échecs aujourd'hui. Puis par la suite, ben, j'ai joué par correspondance. C'est plus ma tasse de thé dans le sens que j'aime ça jouer des parties plus lentes, étudier, puis tu peux toucher les pièces, justement. Fait que j'ai joué dans l'Association canadienne des échecs par correspondance. Ça m'a appris beaucoup. Puis en passant, ma petite anecdote, malgré que les joueurs d'échecs par correspondance savent que ça prend beaucoup de patience, j'ai joué dans la Coupe Europe-Amérique des années 1992 à 96. Puis ça, c'était différents pays, dont l'Argentine, la France, la Suisse. J'avais même un correspondant de l'Italie. Puis j'aimais ça parce que je recevais des timbres, des enveloppes avec des timbres d'un peu partout à travers le monde. Puis j'avais le temps d'étudier parce qu'une partie avec l'Argentin, eh ben ça prenait un mois d'avoir un coup.
Les parties duraient 4 ans. Puis à cette heure, ben, on joue des parties de 5 minutes. Puis c'est incroyable quand même. Ça a évolué beaucoup. Puis, 4 ans de oui, partie. 4 ans. 4 ans. Oui, j'ai arrêté de jouer, ben, comme plusieurs, parce que dans le fond, on jouait plus contre le joueur, on jouait contre l'ordinateur. Puis j'avais atteint quand même une cote de 2400, là, c'est assez spécial. Ben, il y en a plusieurs qui réussissaient, mais c'est vraiment une de mes flats d'armes. 2400, ben, c'est quand même assez haut, là. C'est certain que face à face, je suis vraiment pas au même niveau, mais le fait que plus je prends du temps, plus je réfléchis, ben, meilleur je peux être, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout. Puis, c'est ça fait que ça m'a permis justement de connaître plein de gens par correspondance, puis de garder des contacts. J'aime mieux, je t'avoue quand même que je suis revenu au jeu face à face. Heureusement, je suis un peu isolé ici, là, dans le sens que il y a quand même quelques joueurs. J'aime beaucoup par correspondance parce que je peux jouer je dirais pas à toute heure du jour et de la nuit parce que je joue pas la nuit, pas encore, en tout cas heureusement. Mais ça me permet de jouer avec beaucoup de gens, puis même de chatter, puis de réussir à même à rencontrer des gens même par Internet. C'est vraiment c'est un peu ce que j'ai toujours rêvé, c'est de pouvoir jouer justement un peu en tout temps contre à peu près n'importe qui. Puis je pense que c'est un rêve d'un peu tout le monde du joueur d'échecs. Ben effectivement, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans les années 90, 2000. Je battais tous mes amis tout le temps. Puis puis j'ai arrêté les échecs après ça, parce que c'était plus dans mes intérêts du tout. Mais quand j'ai recommencé les échecs en 2020, à peu près comme tout le monde, c'est là que je me suis rendu compte que oui, je battais tout le monde quand j'étais jeune, mais j'étais pas bon. J'avais aucun truc. Je savais comment bouger les pieds, comment bouger les pièces. Je connaissais un peu plus le jeu que mes amis ou que mes adversaires. Mais à un moment donné, tes adversaires, quand ils se font battre tout le temps, ben, t'en as plus d'adversaires. Donc, c'est plate. Puis, ce qui est le fun en ligne, l'avantage d'être en ligne, c'est peu importe que si t'es bon ou si tu progresses ou tu connais une baisse dans ta cote, ben, tu vas tout le temps jouer contre quelqu'un qui est de ton niveau. Puis, c'est ça qui est l'idéal. C'est vrai. Je le sais que même si je progresse et j'étudie les échecs toute ma vie, ben il va tout le temps avoir quelqu'un de mon niveau parce que je serai jamais le champion du monde alors. Puis même le champion du monde en perd. Fait. C'est vrai ce que tu dis. Puis ce que j'aime des échecs aussi, c'est parce que tu peux même jouer, ben, ça fait curieux à dire, mais tu peux même te pratiquer seul. Tu sais, tu peux analyser des positions, tu peux faire des problèmes. Puis ce qui est intéressant, la température, même quand il fait pas beau, c'est encore plus gai de jouer dans le sens que tu sais, c'est plus propice à ça. Comme là, c'est l'automne, l'hiver, ben, en tout cas, personnellement, je joue plus. Puis ce qui est intéressant aussi, tu peux jouer avec une personne qui est quand même assez jeune, puis tu peux te faire battre, tu sais, c'est pas ça va pas avec l'âge, là, ça va avec le niveau de compréhension, le niveau d'expérience. Puis ce que j'aime, c'est que l'élément chance, ben, est pratiquement nul. Il peut toujours avoir une possibilité, mais puis tu n'as jamais fini de t'améliorer. Puis c'est ce que j'aime. Un peu comme quand je faisais de la compétition de vélo. Ben, tu sais, tu n'as jamais fini, tu n'es jamais rassasié. Puis il y en a toujours un qui va toujours être en avant de toi. Puis c'est peut-être pour ça qu'on persiste, on signe aussi. Là. En tout cas, c'est mon ADN. Le jeu d'échecs, pour moi, je dirais pas c'est ma vie, là, mais ça fait partie des belles découvertes. Ce que j'aime des échecs, c'est que quand tu joues une partie, ton adversaire, c'est toi. Justement. Effectivement, deux ordinateurs, super ordinateurs qui jouent l'un contre l'autre, ça va tout le temps finir nul. Oui. Puis, Donc, le cyclisme, le golf, c'est pareil. Et même si l'autre est bon, ça ne change rien de ta performance à toi. oui. Si tu réponds bien au coup, ben l'autre adversaire, s'il est fort ou il n'est pas fort, ça ne change rien. Parce que tu réponds bien au coup. Ton principal adversaire, c'est toi-même. C'est ça qui est le fun aux échecs. C'est ce que je partais pour dire. Puis bien souvent, c'est curieux, mais j'ai même réalisé que ta partie est perdue avant de commencer. Parce que le côté psychologique peut influencer énormément par la cote d'un joueur, par la manière qu'il se présente. Il y a plein de choses. Il joue dans un club d'échecs. Oh, c'est quelqu'un, c'est un. Tu sais, il faut que tu fasses abstraction de ça. Mais c'est ça qui fait la beauté, parce que faire l'abstraction, c'est pas toujours évident. Il y a énormément d'intangibles dans une partie d'échecs. Énormément. T'es-tu plus fatigué? T'as-tu moins bien dormi? Y a-tu bien du bruit dans la salle? Y a-tu un enfant turbulent dans la pièce qui joue aux échecs? Dans le tournoi, ça m'est arrivé de faire des autres tournois, il y a des enfants turbulents, c'est dérangeant, puis c'est psychologique, puis ça peut affecter
tes habiletés, mais ça te rend pas moins bon. C'est pour ça que il y a énormément qui sont intellectuellement heurtés par une défaite, alors que, un, ça n'a pas rapport avec l'intelligence, et deux, si t'es fatigué ou tu files pas ou tu as des mauvaises nouvelles, ben, ça se peut que ça te donne encore plus de raisons d'avoir une défaite. Puis ce qui est curieux aussi, c'est que le tempérament du joueur, je reviens à Alekhine, mais ça peut être d'autres joueurs parce que la plupart ont des tics ou des manies, mais Alekhine en avait une entre autres, qu'il détestait la défaite. Puis c'était même le genre de personne qui allait dans une simultanée, s'il était pour perdre, pouvait, même si la position était perdante, il pouvait y proposer nul, puis il quasiment l'accepter pour lui. C'est assez impressionnant pour un autre joueur qui est à côté, qui a l'impression qu'il va gagner puis qui ne sait pas si le jeu d'échecs va voler. C'est arrivé à quelques occasions apparemment. Kotchner aussi était un peu comme ça. Il donnait même des coups de pied à son adversaire en dessous de la table. Oh, c'est. Non, il y en a qui sont vraiment prêts à tout. Alekhine, Alexander Alekhine, par où tu commencerais si tu avais à parler de lui? Je dirais, premièrement, la question est très très bonne parce que c'est un joueur excessivement complexe. Je pense que je suis assez bien placé parce que j'ai quand même étudié beaucoup. C'est pas parce que je l'ai étudié que je sais tout et que c'est une vérité absolue. Là. Mais je te dirais qu'à l'Équine, je commencerais que premièrement, le début de lui-même, c'est que sa date de naissance, normalement, il est né le 31 mars 1892, mais selon l'autre calendrier, sa date de fête diffère. En partant, en an au monde, déjà, il y a déjà une ambiguïté. Ensuite, il a vécu la période de la Révolution. Ça n'a pas été évident pour lui. C'était une famille qui était aristocrate. Puis, c'est pas parce que la famille était riche, ils ont vécu beaucoup de turbulences. Moi, quand on parle de la révolution, on parle de la révolution bolchevique, parce que c'est russe à Alekhine, ouais, c'est ça. Oui, justement, en 1917. La prise au pouvoir de Staline et tout ça. Là. Oui, c'est ça. Puis, naturellement, après ça, il y a eu la chance c'est-à-dire de quitter la Russie parce qu'il a rencontré, je vais peut-être mal la prononcer, mais sa promesse, une de ses épouses, Annelies, qui est une Suisse, qui est suissesse, qui l'accompagnait dans ses déplacements parce que lui faisait de la traduction. Bon, c'était au début une relation d'affaires, mais c'est vite devenu une relation amoureuse. Elle a eu un enfant, puis suite à ça, il a pu quitter la Russie. Puis en 1922, il est arrivé en France. Fait que c'est certain que ça a changé beaucoup sa vie parce que ils ont eu un fils, mais par contre, ils ont pris chacun leur côté. En 1921, elle est toujours restée en Suisse, puis lui l'a quitté. Je ne sais pas si c'est de bonne pas s'ils sont quittés à l'amiable, mais il reste que lui est arrivé justement en 1922, puis il a habité chez un de ses compatriotes, Victor Kahn. Puis il est resté là quand même pendant un bon petit bout de temps. Fait que ça a changé sa vie, c'est certain, parce qu'il avait un fils. Il le voyait pratiquement pas, mais il venait d'arriver en France. Il n'avait pas encore sa citoyenneté. C'est arrivé beaucoup plus tard, en 1927, lors du championnat du monde de 1927. Il y a une drôle d'anecdote, c'est quelqu'un qui a joué son match contre Capablanca Buenos Aires, il a eu justement sa citoyenneté. Et, je sais pas, il devait savoir qu'il l'aurait parce que dans la première partie, il l'avait pas à ce moment-là. Il y avait les Noirs dans la première partie, je me souviens bien. Puis il a joué sur le pion du roi de Capablanca. Il a joué le E6 qui correspond à la défense française. C'était comme un clin d'œil à à son nouveau pays. Il y a Magnus Carlsen qui a déjà fait ça. Il a joué une défense polonaise contre un Polonais, justement, parce qu'il avait envie d'y faire un clin d'œil, mais malheureusement, c'est une défense qui est très réfutée et Magnus s'est fait massacrer dans cette partie-là. C'est certain que Alekhine, il y a tellement de choses. Premièrement, il était alcoolique, comme tout le monde le sait. Il a été marié 4 fois. Il y avait des femmes beaucoup plus âgées que lui. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'était le point de vue monétaire? Je peux pas parler pour lui, mais il reste qu'il y a eu une vie
très agité, puis sans embarquer nécessairement dans la situation, ben c'est certain qu'il a côtoyé l'Allemagne. Il y a eu des propos qui ont été dits. J'ai ma propre opinion, mais c'est délicat là, parce que je veux pas prendre position trop si c'est correct qu'est-ce qu'il faisait ou non. Et je pense qu'il l'a fait. Je dirais seulement qu'il l'a fait, je pense, sous la contrainte, vu que son épouse était au château Saint-Aubin-le-Coff. Et lui était très, très loin d'elle. Puis quand que les Allemands ont pris possession du château, parce qu'ils s'en sont servis, ils ont réquisitionné le château, s'en sont servis comme hôpital. Ça fait qu'il était mal placé pour pas, je pense, obéir à différents ordres. Mais aussi, il reste que bien souvent, Alekhine, malheureusement, écoutait aussi ce qui était bon, ce que les interlocuteurs voulaient bien entendre. Fait que, tu sais, c'est 50-50. Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il l'a pas dit? Est-ce que c'est de bonne foi? Est-ce qu'il l'a dit sous la contrainte? Je pense qu'il n'y a pas personne, malgré que ça a été écrit là, je prononce peut-être mal le journal, je pense le Parisien, une chose comme ça, en 1941. Je pense qu'il y en a plusieurs qui étaient contents qu'ils écrivent ces écrits-là parce que ça donnait du pouvoir à certaines personnes, évidemment. Là. Mais il n'a jamais fait l'unanimité. Puis je pense que jusqu'à sa mort, ça a été la même chose. Alexander Alekhine a été connu pour être un président de la Fédération internationale des échecs. Est-ce que ça a été le premier président de la Fédération? Le premier président, tu me poses une bonne question. Je ne veux pas répondre n'importe quoi, mais à ma connaissance, oui. Oui, hein, c'est ça. Je m'excuse pour les questions excessivement pointilleuses. Des fois, j'ai des bulles qui me passent. Et j'aimerais ça revenir un peu en arrière. Oui. Vous avez parlé d'un coloc, M. Victor Kahn. Est-ce que ça a un rapport avec la défense Caro-Kann par hasard? Caro-Kann, c'est encore une très, très bonne question, puis je ne veux pas te répondre n'importe quoi parce que là, Il n'y a tellement pas de problème. point. Vois-tu, je vais aller, malheureusement, avoir su, je t'aurais répondu là-dessus. Mais encore là, c'est plus sur Alekhine que sur les autres joueurs, mais c'est possible, mais je peux pas te confirmer. Parce que je sais que c'est Caro et Kahn qui ont mis d'avant-plan cette défense-là, parce que la capture du centre pouvait se faire avec C6 et D5. Ce que tu me dis, ça me dit quelque chose parce que oui, j'ai lu, puis je serais porté à dire que ce que tu viens de dire, ça confirme que ça serait à partir de là. OK. Ton deuxième livre, Oui. c'est venu comment? Sous quel contexte que c'est apparu? À quel moment ça t'a tenté d'écrire ça et pourquoi? OK. Ben, premièrement, le premier livre qui était que j'ai écrit, c'était en 2012. C'est certain que j'ai passé 8 ans après ce livre-là parce que je travaillais naturellement à l'époque. Fait que c'est certain que quand j'ai eu fini d'écrire ça, ben là, je pense que je vais prendre une pause. Avec raison, parce que ça avait pris quand même beaucoup de mon temps, beaucoup d'énergie. Malgré que quand c'est une passion, on n'appelle pas ça un travail. Puis je te dirais, vois-tu, ça fait 4 ans que j'ai écrit, que j'ai terminé justement ces 2 livres-là. Donc en 2020, on dirait que ce serait pas la piqûre, mais la question d'écrire m'a toujours fasciné. Puis pas que j'étais pas content nécessairement de ce que j'ai écrit du livre, du premier livre, mais j'avais l'impression que j'avais encore quelque chose à dire, des choses qui n'étaient pas dites ou que je voulais un peu plus confirmer. Puis j'ai commencé à écrire. Puis là, 4 ans, ben, on parlait éventuellement du centenaire de la fête qui s'en venait. Fait que c'était une motivation supplémentaire. Fait que je voulais présenter justement ce livre-là au mois d'août dernier. Mais il n'était pas encore terminé. Mais je m'étais mis une pression volontaire quand j'ai été pour le centenaire de la FID. Ben, je me suis dit qu'éventuellement, que dans peu de temps, qu'il y aurait un deuxième livre qui sortirait, dont Alekhine, comme tu as mentionné. Puis là, ben, j'ai décidé d'accélérer, mais il restait plus grand-chose à écrire. Puis j'ai été chanceux, j'ai eu une bonne personne, une bonne dame qui m'a aidé. La mise en page, tout était écrit. Puis ça s'est accéléré assez rapidement. La dernière chose que j'ai réussi ce qui a été plus complexe, ça fait curieux, ça a été de la page couverture. Parce qu'une page couverture, c'est important que ça parle. Puis Alekhine, ben, ceux qui ne connaissent pas, la page couverture, ben, elle dit beaucoup de choses. Quelqu'un qui remarque un petit peu, il y a les 3 couleurs. Puis les 3 couleurs, ça correspond à la France. On voit un vert du côté droit, de quoi qu'Alekhine peut prendre un verre, mais pas qu'un verre d'eau.
On voit des pièces d'échecs, naturellement. C'est un joueur d'échecs. On voit comme des lauriers pour montrer que c'est un champion. Naturellement, j'ai été assisté par l'intelligence artificielle pour ça, mais il a fallu que je lui donne beaucoup de directives. Puis, je l'ai indiqué naturellement aussi que c'était grâce en partie à l'intelligence artificielle, mais je peux me glorifier, dans le fond, d'y avoir donné les bons dessins. Puis, c'était vraiment particulier quand que j'ai décidé là, de le publier parce que le premier livre était édité par la Fédération québécoise des échecs. En passant, ça s'est vendu quand même assez rapidement. On n'est pas prophète dans notre pays. Je suis certain que le livre n'était pas donné non plus, le premier livre, mais ça s'est bien vendu en Europe. Puis là, le deuxième livre, ben, ça va très, très bien. Je suis très content. Là, ben, une publicité naturellement qui va s'ajouter par ton blog. Ça nuira pas, mais je suis très, très content. Puis je suis content aussi de ce que j'ai écrit. Je devrais peut-être même pas dire ça, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens vont apprendre. Puis j'ai déjà eu des bonnes remarques. Puis la remarque qui me fait plus plaisir, c'est que Guy, on a lu ton opuscule, puis on a appris des choses qu'on ne savait pas. Puis dans le fond, ben, je pense que pour tout auteur ou pour toute personne qui écrit sur différents sujets, ben, je pense que c'est la plus belle récompense qu'on peut pas avoir. Je me croise les doigts. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de mauvais contact, de mauvais personne m'a parlé en mal. Je ne sais pas si c'est par gêne ou non, mais je pense que j'ai fait un travail de recherche assez colossal quand même. Là. Je n'ai pas écrit n'importe quoi. Tes travaux de recherche pour tout ça, est-ce qu'il a fallu que tu voyages? Est-ce qu'il a fallu que... Est-ce que ça a été très ardu comme travail de recherche ou la documentation était quand même relativement bien à portée de main? Ben, je te dirais que mes recherches étaient pas mal à portée de main parce que je cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis chercher, c'est un, mais se confirmer des informations, c'est ça qui est plus compliqué. Mais j'ai énormément de choses que j'ai pris en. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit non plus, parce qu'il y a des choses que je suis pas certain à 100% que c'est vrai. Ce que j'ai écrit, c'est ça que ça a été long. C'est 108 pages, mais c'est 108 pages qui sont vraiment très, très recherchées. C'est pas du papier collé, c'est vraiment des histoires. Il faut être passionné pour vraiment en arriver là. Puis Alekin est tellement, tellement complexe. Il y a tellement de sujets. Si tu me permets, genre, il y en a une qui me vient à l'idée. Absolument, vas-y. On a parlé souvent s'il avait été docteur en droit, s'il avait pratiqué. Si tu me permets, j'ai juste une petite note que je vais lire parce que je veux pas non plus dire n'importe quoi. Bon, on disait qu'il était juriste de formation à propos de l'obtention du doctorat en droit. Naturellement, ça suscite la polémique, puis avec raison. On raconte que fin novembre 1925, qu'il y aurait eu une préparation aux examens euh, de son diplôme en droit. Dans l'édition du 7 avril 1926, le quotidien montréalais Le Devoir rapporta qu'il passa avec succès ses examens de licence en droit à la Sorbonne peu de temps avant le tournoi de Simmering qui avait lieu en 1926. Selon les dires, il obtint son doctorat en droit à la Sorbonne après avoir fait une thèse sur le système pénitentiaire chinois, mais sans jamais exercer en raison de sa passion pour les échecs. Mais en fait, n'ayant pas franchi, ça c'est ma version, n'ayant pas franchi toutes les étapes nécessaires à l'obtention du diplôme, le doctorat ne lui fut jamais attribué. Le titre, c'est ça qui est important, qu'il s'octroya devint une touche de fantaisie puisqu'il n'a jamais tenté de pratiquer le droit. OK. Si tu me permets, puis je finis ça avec une anecdote qui est intéressante, Ben oui. en étant aussi quand même collectionneur, j'ai 2 cartes de visite personnalisées par Alekin. Puis entre autres, il y en a une qui est drôle parce que Alekin écrit à Mademoiselle Marie-Jeanne, sans préciser le nom de famille, que j'ai trouvé assez facilement. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il dit, on peut concevoir que pour Alekin, d'une belle soirée au cœur de Paris, en charmante compagnie. Puis je te dirais qu'il y a de fortes probabilités que l'invitation a été adressée à Mademoiselle Marie-Jeanne. Il n'y a pas marqué Freegard, mais Marie-Jeanne Freegard, c'était une violoniste de profession, puis elle fut la première championne de France en 1924. Elle est née en passant en 1904. Ça lui donnait 20 ans.
pour une fois que c'était peut-être une jeune qui fréquentait. Curieux parce que c'est une étonnante signature. Il n'a pas signé Alexandre Alekhine au complet, probablement il en manquait de place. C'est la première fois que je voyais ça. Il a signé seulement par A.A. Est-ce qu'il voulait que ça... Je ne sais pas trop, mais ça laissait présager une certaine familiarité avec la jeune femme à laquelle il semble donner un rendez-vous pour des leçons particulières d'échecs au célèbre café parisien. Puis quand on parle du célèbre café parisien, on parle naturellement là, du café de la Régence. Oui, c'est ça, justement. C'est quelque chose d'assez particulier. Marie-Jeanne Fouigat, c'était une connaissance. Puis j'ai l'impression que Marie-Jeanne, c'était vraiment Marie-Jeanne Fouigat. C'est quand même intéressant là, à savoir. Puis j'en ai un autre aussi. Une autre qui est signée par lui. Ça a été adressé à André Chéron, qui était naturellement un problémiste, puis un des amis d'Alekhine. Un problémiste, c'est quelqu'un qui conçoit des problèmes aux échecs? André Chéron. C'était aussi quand même un très fort joueur d'échecs. Il a gagné quelques championnats de France aussi. Et je veux pas aller dans tous les sens, mais encore là, ça me fait penser à André Chéron. Je pourrais te parler aussi de quelques items de ma collection. Et j'aurais à revenir sur André Chéron, justement, si j'ai élaboré un petit peu là-dessus, là, à propos d'un item qui me tient à cœur de ma collection. Ben, pendant qu'on en parle, là, on peut... Si tu veux, je peux. L'introduction du sujet a été faite. On peut y aller, là. Non, pas de problème. Cette collection-là qui tient à cœur, là. Oui, ben c'est certain qu'il y a plusieurs choses, mais je vais quand même minimiser parce qu'on pourrait quand même passer pas mal de temps. J'ai, entre autres, j'ai sélectionné quelques items de ma collection. Puis quand je te parlais qu'en 1922, Alekhine est arrivé en France, j'ai une lettre. Je peux pas affirmer que c'est la première. C'est une lettre d'Alekhine qui a écrit le 6 février 1922. Puisque je suis fier de cette lettre-là parce qu'elle a l'entête du café de la Régence. J'ai aussi l'enveloppe originale, ce qui est assez particulier. Puis, comme je disais, c'est sans doute une première lettre sur le territoire français. Puis, il a été hébergé à ce moment-là, à Alekhine, quand on parlait de Victor Kahn, il a été hébergé au 27 rue Jean de la Fontaine. En parenthèse, c'est la Villa Patrice Boudard à Paris. Puis, dans sa lettre, Alekhine, il recherchait un représentant anglais pour l'aider avant et pendant sa visite qui était prévue en territoire britannique. Puis il demandait de l'aide surtout d'un de ses connaissances importantes, Philip Sargent. C'était un écrivain, un professionnel, un Britannique sur les échecs. Puis il avait besoin d'une personne qui était qualifiée pour s'occuper de ses réservations, du travail, de publicité, puis faire une promotion de sa visite, là. Qui devait se dérouler à ce moment-là. Fait que c'est quand même assez particulier. Fait qu'il demeurait chez Victor Kahn, qui était déjà arrivé, lui, qui était déjà arrivé en France. On les appelait, je pense, les Russes blancs, si je ne me trompe pas. Là. Ceux qui avaient quitté leur pays pour les territoires français. Okay. J'aimerais revenir sur Victor Kahn. En fait, la défense Caro-Kann, ça a été fait par le joueur anglais Horacio Caro et le joueur autrichien Marcus Kahn, qui a été fait en 1886. Donc, on n'est vraiment pas à l'époque d'Alekhine. On est avant ça. Bon, mais vois-tu, ta question était quand même très bonne. Fait que j'avais un peu de difficulté, mais je pense qu'il y avait des raisons pour ça. Ouais, c'est un petit monde, les échecs. Hein. Les noms de famille, on les associe vite aux ouvertures. Là. Puis je peux te parler aussi, là, brièvement, un des items les plus intéressants de ma collection. Ça, j'ai essayé de mettre ça un petit peu en ordre chronologique par date. Je te parlais tantôt de 1922. J'ai aussi, je peux me targuer de pouvoir dire que j'ai l'encrier qui a été remis à Alekhine par le lieutenant Johann Gutschow en juillet 1924 avec la plaquette justificative, comme quoi ça peut vraiment prouver que ça lui a été donné. Puis quand tu parlais d'Alekhine, il présidait justement la commission des arbitres du tournoi olympique d'échecs de 1924. Puis ce qui est particulier, j'ai fait des recherches naturellement parce que c'est un item important, mais l'histoire est importante aussi, c'est que l'encrier est l'œuvre d'Hippolyte François Moreau, qui était un sculpteur français de renom. Il fabriquait entre autres des vases, des statuettes en bronze, en régule et en étain. Il y avait aussi deux frères, dont un qui s'appelait Mathusin et Auguste.
Puis tantôt, je te parlais d'André Chéron. C'est là que je vais en venir, c'est que Alekhine, naturellement, ben, il l'a eu, mais il l'avait donné par la suite à André Chéron, apparemment pour le féliciter pour ses œuvres et le récompenser pour ses titres de champion de France. Puis au début des années 1950, André Chéron, à son tour, l'a offert à un de ses amis en guise de cadeau d'anniversaire. Et cet ami-là était aussi apparemment un collectionneur éclectique. J'ai le nom de cette personne-là, mais pour des raisons, je pense, personnelles, j'ai mieux garder l'identité de cette personne. Mais puis sur la plaquette, c'est vissé sur le socle, l'inscription qui est gravée à la gloire d'Alekhine, c'est marqué. C'est inscrit au docteur Alexandre Alekhine, les participants du premier tournoi olympique d'échecs reconnaissant, Paris, juillet 1924. Le socle est en marbre. Il y a 2 encriers en verre pour chacun des capuchons. Puis le dessous est garni d'une feutrine de protection. En passant, j'aurais bien aimé que la statuette soit en bronze, mais elle est en régule. Mais il reste que c'est quand même un item qui est quand même très historique. À tous les coups que je me donne à en parler, ben c'est certain que les gens sont quand même étonnés. Je dirais même que je m'étonne moi-même parce que c'est des choses uniques. Puis j'ai réussi à l'obtenir par une personne, un champion de France, sans le nommer, champion de France de 1973. Ça va, les gens qui vont reconnaître le personnage. Je le remercie en passant parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu l'avoir. Fait que ça s'est passé de façon assez spéciale. J'étais chez moi, on a fait une conférence à 3, puis on a fixé un prix. Puis je l'ai obtenu, là, je n'en croyais pas mes yeux, là, mais je l'ai encore d'ailleurs. Là. C'est vraiment pour un collectionneur un beau trophée, comme on dit. Ben, c'est un très bel artefact. C'est des choses uniques à avoir. Là. Oui. On parle pas d'un simple autographe. Il y en a énormément qui collectionnent des autographes, mais ce genre d'items-là qui ont une histoire riche comme ça, c'est incroyable d'avoir ça dans ses mains. Surtout. Oui. Ben, c'est certain que c'est quelque chose, c'est embêtant à décrire en étant collectionneur. Pour le moment, on n'est jamais satisfait. On veut toujours à la recherche de toujours. En tout cas, personnellement, c'est peut-être pour ça que j'ai quand même pas mal d'items, que je me contente jamais. On dirait que je cherche toujours l'introuvable. Puis justement, ça m'a permis de trouver qui est signé par Capablanca puis par Alekhine du tournoi de Buenos Aires en 1927. C'est assez particulier. Apparemment qu'il y en a 4 ou 5 qui ont été signés. Apparemment que même mon échiquier a passé proche de passer au feu là, par les dires de la personne de qui je l'ai acheté en Argentine. Puis non, c'est vraiment signé par les 2 personnes. Puis on a réussi à retrouver l'acquéreur, la personne qui l'avait. Parce que comme je te parlais, j'aime avoir un item, mais quand je suis capable d'avoir l'information majeure, ben ça me fait autant plaisir. Ça a appartenu au collectionneur argentin Gaspard Darwin Soria, qui est né en 1917 puis est décédé en 2006. Puis mes petites recherches m'ont porté à... Il a été président de la FADA, j'imagine que c'est la Fédération argentine des échecs. Là. Je ne peux pas te dire exactement le logo, qu'est-ce qui correspond nécessairement, mais il a été président de 1974 à 1970. Il a été arbitre international, puis c'était vraiment un joueur d'échecs aussi pendant de nombreuses années. Quand il est décédé, naturellement, c'est son épouse qui l'avait. C'est monsieur Juan Sebastián Morgado. Et j'ai réussi à l'acquérir de lui. Et c'est des items là, assez spéciaux. Je l'ai fait encadrer. C'est fait partie vraiment de mes items là, très, très, très particuliers. Mis à part l'aspect pécunier pour obtenir des items de collection comme ça, quelqu'un qui veut devenir collectionneur ou quelqu'un qui recherche ce type d'item-là, comment qu'on fait pour en obtenir? Donc, premièrement, ça prend beaucoup de curiosité. Ça prend beaucoup de contacts. Les contacts, c'est certain qu'en partant, quand tu achètes, mettons, quelques items, mais premièrement, déjà, si tu achètes un item de quelqu'un, tu as déjà un contact. Puis à partir de là,
Si, exemple, dans mon cas, je cherchais sur Alekin, ben, je pouvais demander justement à cette personne-là, avez-vous autre chose sur Alekin? Bien souvent, cette personne-là me disait oui, parce que si c'est un vendeur, bien souvent, il y a des contacts. Si t'es chanceux, il va dire oui, bon, ben, telle personne, telle personne. Et ça fait surtout ça fait boule de neige. Et ce qui m'a aidé beaucoup, puis je pense que ce qui aide beaucoup les collectionneurs actuellement, c'est que c'est avec Internet, ben c'est beaucoup plus facile de chercher. Il y a des encans qui peuvent se faire par eBay. Tu as des encans en Allemagne. Justement, j'ai participé à un encan hier, l'encan de M. Tletich. Vraiment, il y a 2 encans par année, une au mois de juin, puis une qui s'est fait justement en novembre. C'est certain que j'ai cherché beaucoup en achetant des choses, ben, puis bien souvent, ben, un collectionneur fait que t'en trouves un autre. Et je te dirais, j'ai peut-être 4 pages de contact. Puis je suis pas avare non plus quand quelqu'un me demande quelque chose, ben, j'y rends l'appareil, mais bien souvent, ça t'est redonné aussi. Et puis ça prend de la chance, parce que j'ai toujours dit, j'ai l'impression que je suis comme un nain à travers les géants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont millionnaires, c'est pas mon cas, mais il y en a qui ont beaucoup d'argent. Fait que c'est beaucoup plus facile. Puis aussi, je pense que je suis la personne, là, je dis souvent, je suis la personne qui je vais trouver une aiguille dans une botte de foin. Puis je commence à le croire. Faut croire que je suis né sur une bonne étoile aussi, là. Mais quand tu es passionné, c'est beaucoup plus facile. Puis quand tu donnes, ben souvent tu reçois. En ce moment, ça serait quoi ta prochaine aiguille? Je sais que tu ne sais pas vraiment sur quoi que tu vas tomber exactement, mais sur quoi tu espères tomber? Ben, je te Qu'est-ce que dis, serait ton prochain item que tu aimerais avoir? ben, je vais peut-être te surprendre, puis c'est facile de te répondre ça parce que l'enquête a eu lieu hier. Je recherchais, comme plusieurs, la photo du tournoi de Paris de 1924. Cet item-là, je l'ai jamais vu. C'est-à-dire, je l'ai vu en photo, mais j'ai jamais vu personne qui l'avait. Puis hier, ben, ça faisait quelque temps que j'avais surveillé les items qui étaient en vente. Puis j'ai tombé justement sur la, la photo du tournoi de Paris 1924. Ça fait que c'est certain que ça m'intéressait beaucoup, mais il faut quand même être logique. Et il faut, quand tu fais un prix d'achat, ben, il faut que tu connaisses un petit peu aussi la valeur, mais c'est pas toujours évident non plus. Puis habituellement, je me trompe pas trop, mais je savais pas si je l'aurais ou non. Puis je me suis levé très tôt le matin. Je te dirais 4 heures du matin parce que pour l'Allemagne, il était 10 heures. Il était 10 heures. Il faut vraiment être maniaque, mais j'avais fait ma mise à l'avance. Puis t'espères, tu te croises les doigts. Puis je m'étais bien dit que le prix que j'avais fait, ben, que je remonterais pas si jamais j'étais dépassé. Puis j'ai trouvé le temps long parce qu'il y a eu plusieurs mises. Puis je peux me croiser les doigts, puis je peux t'annoncer que je l'ai acheté, je l'ai eu. Puis naturellement, je ne l'ai pas obtenu encore. Puis j'ai la confirmation que c'est moi qui avait gagné l'enquête. Félicitations. Et merci beaucoup. Et avoir des artefacts comme ça, c'est. Moi, j'aime ça. J'ai un peu de cartes de hockey chez nous. Là, mon parallèle vient un peu de loin. Là. J'ai un peu de cartes de hockey chez nous. J'ai peut-être des cartes qui vendent un trio chez McDo, là, mais c'est à peu près ça, OK? Mais les comparatifs que je veux faire, c'est. Tu sais, il y a des cartes qui n'ont aucun comparatif de valeur. Tu sais, moi, il y a un site que tu peux aller voir la valeur des cartes, tout ça, mais il y a des cartes qui n'ont aucun comparatif. Comment on établit une valeur à ces items de collection-là? À part l'offre et la demande, là. OK. Ben, moi, je te dirais que, puis je vais peut-être te surprendre, mais je pense que tout collectionneur qui débute un jour, ben, on n'a pas tellement de connaissances au début, c'est de curiosité. Moi, c'est arrivé vraiment par curiosité que je commence à collectionner, puis je pourrais t'en parler tantôt. C'est que c'est certain qu'avant d'acheter des items d'une certaine valeur, ben, il faut que tu te renseignes parce que si c'est pour toi-même, ben, c'est certain qu'un jour, je vends, ben, il faut pas non plus que tu payes 3 fois le prix que ça vaut parce que tu vas toujours rester avec tes affaires. Fait que j'ai cherché beaucoup sans rien faire. J'ai été voir des sites d'enquête. Je voyais des photos. Puis je me disais, c'est possible, ça peut s'acheter, ça vaut tant. Mais encore là, c'est embêtant parce que le collectionneur, ça dépend à quel niveau qui est mordu puis qui veut l'avoir. Pour un, ça va valoir tant, puis pour un autre, ça va valoir tant. Fait que c'est vraiment les années. C'est dans toute chose comme un forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Puis il faut que tu regardes, puis il y a des items que je vois des fois que si ça se vend, ben, les gens ont pas leur item à vendre, mais ils sont pour leur dire si j'ai quelqu'un qui est assez fou pour l'acheter à ce prix-là, ben tant mieux. Mais bien souvent, des gens vont mettre des items à vendre, mais ils sont pas à vendre.
parce que je me rends compte que les prix, ça n'a aucun sens. Mais, tu sais, c'est comme moi, j'ai des items. Mon encrier, je pourrais bien le mettre à vendre, mais je peux demander un prix que je sais que je ne le vendrai pas parce que si je le vends, ben, je vais m'en laver les mains. Mais c'est vraiment le temps, puis vraiment d'être curieux. Puis Internet aide encore beaucoup parce que en faisant un mot, un clic, un sujet, puis bien souvent, tu vois des prix, puis j'ai quand même une assez bonne mémoire, puis je prends des notes, puis mais je fais attention. Et des fois, ben, écoute, c'est comme un pêcheur qui va à la pêche, puis il va dire, ah, j'ai pris une truite de temps. Mais moi, c'est pas une histoire de pêcheur. Tu sais, je veux dire, si je me suis fait avoir, ben, je suis capable de le reconnaître. Je ne ferai pas la même erreur deux fois. Là. Mais c'est tout un univers. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés dans le domaine? Je dirais malheureusement oui. Comment on décerne ces gens-là? Comment on arrive à les débusquer avant de conclure une transaction? Ben, je te dirais premièrement que sur Bobby Fischer, c'est sur les autographes. Les autographes il n'est pas évident à reconnaître par sa signature, est changeante. C'est vraiment avec le temps. Puis encore là, on peut se faire avoir. Mais Bobby Fischer est un exemple frappant. Beaucoup. Il y a des gens qui se sont fait avoir, qui ont acheté des autographes de Bobby Fischer, puis ils ont remis en vente, en espérant qu'une autre personne embarque dans le même panneau qu'eux. Ça, c'est un exemple sur Bobby Fischer. Mais il y a des gens qui OK, ils se sont fait avoir, ils se sont dit, bon, ben, tant qu'à me faire avoir, je vais avoir quelqu'un d'autre. heureusement, il y en a qui pensent comme ça. Wow! Ça me jette un peu à terre. Là. J'étais un peu impressionné par ce côté, par la mesquinerie des gens. Là. Ben, c'est parce que j'ai un livre d'une personne à Las Vegas. C'était un collectionneur, puis lui, dans le temps, son but, puis c'était très, très noble, puis c'était pas évident, lui, il voulait tout avoir les champions du monde d'échecs. Il voulait avoir l'autographe de tous les champions. Puis je me suis dit personnellement, il réussira pas. Mais il a réussi pratiquement à les avoir toutes. Puis je pense qu'il y a eu des problèmes avec Bobby Fischer. Puis je sais pas si lui, s'il y a eu, en tout cas, je sais pas s'il y a eu une mauvaise expérience. Il a décidé d'écrire un livre sur Bobby Fischer avec les fausses autographes. Je l'ai en main ici. C'est là que je me suis dit, ben voyons donc. Moi-même, je pensais pas que c'était possible. Puis je me suis rendu compte que Bobby Fischer, entre autres, et les gens étaient souvent mal intentionnés à son sujet. C'est-à-dire de réussir à manigancer là, sa signature. C'est assez spécial quand même. Wow! Même à l'équipe, je te dirais que je l'ai vu à quelques occasions, des gens qui ont voulu fausser sa signature. Je te dirais que Fischer, la caractéristique, c'est pas Fischer, mais Alexandre Alekhine, la première caractéristique, ben, premièrement, c'est Alexander, puis Alekhine, c'est des A, c'est comme des fions, puis habituellement, c'est un peu comme romancé. Ça, c'est une bonne indication, habituellement, que c'est sa signature. Alekhine, Alexandre, il pouvait écrire Aljochin, Aljochin, ça pouvait être écrit en russe, mais habituellement, c'était Alekhine. Et, tout dépendamment de son état d'ébriété ou s'il était sobre, et souvent, sa signature, elle partait à gauche puis à droite des fois aussi. Là. Même moi, je me vanterais pas que je sais tout sur lui. Actuellement, j'ai une bonne idée au coup d'œil, mais j'ai vu à quelques reprises des fausses autographes à son propos. Tout ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit, hein? Oui, malheureusement, c'est dans tous les domaines, pas avec les échecs. Avant de conclure l'entrevue, j'aimerais ça que tu me parles un peu plus précisément de ton deuxième livre. Tu nous as parlé un peu sur l'ordre général, mais qu'est-ce qu'on doit s'attendre en lisant ce livre-là? Sans trop révéler le livre, parce que je veux que les gens l'achètent. Là. À quoi qu'il faut qu'on s'attende à se parler? Bien, premièrement, il n'y a pas besoin de savoir jouer aux échecs pour lire l'opuscule. Toute personne qui s'intéresse à l'histoire ou à la biographie d'un personnage vont être intéressés. C'est un opuscule, naturellement. Il y a quand même 108 pages. J'ai des documents que j'ai inclus. Il y a des photos inédites. C'est accompagné d'anecdotes, de faits divers. Puis, je dirais, comme plusieurs des lecteurs qui l'ont déjà lu, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans différents livres, que je ne dénigre personne, mais je pense que je complète vraiment ce que la plupart de ceux n'ont pas écrit. À peu près ça, là.
Il y a pas. Puis le prix est quand même très abordable. Ici au Canada, il y a 18,95 plus le TPS, plus le transport. Fait que ça peut venir au total à 23,90. Il est disponible aussi. Je peux faire la livraison aux États-Unis, en Europe. Puis de toute façon, j'en ai quand même envoyé quelques-uns. Je pense que c'est un beau petit livre à s'offrir pour le temps des fêtes. Donc, on parle à peu près, pour mon auditoire français, d'à peu près d'un 14 € pour le livre. À quel endroit qu'on peut l'acheter? C'est de quel... Naturellement, c'est par moi-même, parce que je suis co-auteur du livre. Je ne sais pas si je peux donner mon adresse courriel ou si les gens voudront te contacter. Là. Je peux quand même donner mon adresse courriel aussi. Moi, mon adresse courriel est publique, je la mentionne sur tous les réseaux sociaux, donc si tu veux que ce soit la mienne, j'ai aucun problème. Écrivez-moi, écrivez-moi si vous voulez le livre, moi je vais rentrer en contact avec Guy et après ça, on va faire des arrangements, il n'y a pas de problème. Donc écrivez-moi là, sans problème à l'intermédiaire podcast en commercial gmail.com. L'intermédiaire podcast en commercial gmail.com. Ne vous gênez surtout pas. Puis je dirais peut-être, si tu me permets de renchérir, c'est que aussi, si jamais les gens, ça fait toujours plaisir, là, je suis partant, si les gens veulent avoir une petite dédicace, ça me fait plaisir, ça ajoute à l'agrément du livre. Ben moi, je vais t'en demander un. Je vais t'en demander un parce que je vais t'acheter un livre. Là. J'aimerais avoir la dédicace aussi, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas de problème, c'est certain que tu m'enverras en privé là, ton adresse, puis ça va me faire grand plaisir. Puis en espérant que tu sois satisfait puis que j'aurai été à la hauteur de ce que j'ai pu te dire à propos de ce que j'ai pu te rapporter. Mais je pense que c'est un bon rapport qualité. En terminant, Guy, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin que tu aimerais dire à nos auditeurs? Ben, je dirais que ça me ferait plaisir que même si c'est même pas pour l'achat du livre, seulement de pouvoir discuter par courriel. Si les gens ont des questions, que si j'ai pas répondu aux questions aussi, ils ont une curiosité envers Alekim, ça va me faire plaisir de le faire parce que le but premier du livre, c'est même pas de faire de l'argent, c'est de un peu faire connaître le personnage, comment il peut être, ses bons côtés, ses mauvais côtés. Puis il y a rien qui me fait plus plaisir de pouvoir discuter justement du personnage ou même des échecs en général, même si le mot historien est un grand mot. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec n'importe qui se présente, qui voudra bien te contacter. Ben Guy, j'aimerais ça te remercier énormément. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez toujours me rejoindre, me contacter sur mon courriel, l'intermédiaire podcast à commercialgmail.com. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, l'intermédiaire podcast d'échecs. Vous pouvez me rejoindre également sur mon Instagram, l'intermédiaire podcast. Guy, merci énormément. Ça a été un épisode incroyable. Ça a passé super vite. Malgré notre 30 minutes de problèmes techniques avant l'épisode, je suis vraiment content qu'on ait pu régler ça et faire l'entrevue ce soir. L'entrevue va être est enregistrée. Là, on est comme le 24 novembre. Elle va être diffusée soit demain ou après-demain. Je suis vraiment content d'avoir pu parler à un historien, d'avoir pouvoir parler d'Alexander Alekhine parce que c'est pas quelqu'un qu'on parle souvent. Je suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup de m'avoir offert ton temps comme ça, qui est si précieux et si précieux pour nos auditeurs également. Merci énormément. C'était Guy Gignac et on se revoit dans un prochain épisode.